Bonsoir. À chaque rentrée scolaire, son lot d'événements. Depuis 2 ans, parents, élèves et enseignants, bref, la population en général, deal avec la maladie à coronavirus. Mais avant la pandémie, l'on a assisté à l'avènement de l'association des parents d'élèves. Composante de plus en plus importante dans la communauté scolaire, celle-ci joue désormais un rôle de bailleur de fonds dans les établissements. APE, il y a quelques années, la dénomination a changé et est rentrée en compte les enseignants. Pour cette année scolaire 2021-2022, les voix s'élèvent une fois encore au sujet de l'APEE. En effet, le montant de la contribution va croissant chaque année et parfois de façon unilatérale, d'où les plaintes des parents. À ce jour, il est constaté que le montant des contributions de l'APEE sont plus élevés que les frais exigibles de scolarité. Que disent les textes qui régissent l'association des parents d'élèves et des enseignants? Si l'adhésion à une association est volontaire, d'où vient l'obligation de contribution? Ces questions et bien d'autres, je vais les poser à notre invité de ce soir. Il est enseignant, il nous dira déjà qu'est-ce qui justifie la présence des enseignants dans cette association. Enseignant donc, il est également syndicaliste. Le secrétaire d'arrondissement Douala 3 du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire est diplômé de l'école normale supérieure de Yaoundé, 43e promotion. Il est à ce jour PLEG, entendez, professeur des lycées de l'enseignement général et il enseigne la matière philosophie au lycée de Nilan, c'est ici à Douala. Raoul Lemopi Tsassé est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir Monsieur Lemopi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous allez me permettre, n'est-ce pas, de marquer toute ma satisfaction d'être invité sur votre plateau. C'est la première fois dans une émission qui est très regardée et qui a vu se succéder ici plusieurs autres personnalités de la République. Et je retiens plutôt les personnalités intellectuelles qui ont marqué l'histoire de notre pays. Je pense au très vénérable Charles Tabaini, qui a longuement exprimé beaucoup de positions ici, qui aujourd'hui s'avère encore très pertinent. Je pense au professeur Msanga Nyamzing, je pense qu'on à bon d'autres, et je pense être à la hauteur, n'est-ce pas, de l'échange que nous aurons ensemble. On le verra tout à l'heure, Monsieur Lemopi. J'ai failli vous dire, on ne va pas parler politique, on va parler enseignement. Alors, nous allons commencer peut-être par un rappel mémoire. Dites-nous, quel a été l'objectif à la création de l'association des parents d'élèves? C'était quoi l'objectif visé? Alors, il faut dire que l'une des missions essentielles de l'État, on parle de missions régaliennes, c'est l'éducation des Camerounais. Et l'État concourt, n'est-ce pas, à l'éducation des Camerounais au moyen des structures que l'on connaît très bien, les structures éducatives, dont on peut citer relativement 2 grands ordres, l'enseignement général, secondaire, l'enseignement technique. Et dans ces 2 ordres, on a, n'est-ce pas, le public et le privé. Je ne sais pas si je vais dire qu'à la faveur, n'est-ce pas, des nombreuses crises qui ont secoué les États africains, et précisément l'État camerounais autour des années 90, l'État camerounais se retrouvait dans une situation un peu difficile qui l'a amené à procéder à une sorte un ensemble de coupes sombres. D'abord dans les salaires des fonctionnaires et ensuite, n'est-ce pas, dans le financement de certaines institutions, précisément aussi les institutions chargées de l'éducation. Du coup, certains parents ont trouvé urgent de prêter main forte à l'État à l'effet de l'accompagner dans l'exécution de cette mission régalienne qui est la formation des Camerounais. On peut dire qu'on situe véritablement la naissance de l'APE autour des années, et ça c'est informel, c'est-à-dire qu'on situe l'appui des parents à l'encadrement des élèves autour des années 90-91. Parce qu'il y a une circulaire, n'est-ce pas, de 1992, c'est justement la circulaire 28/167 qui interdisait déjà en son temps l'émission des chefs d'établissement dans la gestion des affaires de l'APE. Donc on peut comprendre que les choses ont commencé autour des années 90 et 92. Alors elles sont allées grandissantes, mais de manière informelle. Il faudra attendre 2001 pour que le président de la République, n'est-ce pas, signe un décret
c'est un décret présidentiel instituant officiellement l'APE en définissant les mécanismes dans lesquels les fonds devaient être perçus et la manière dont ils devaient être gérés. Donc on peut, pour répondre à votre question rapidement, on peut situer historiquement la naissance de l'APE à deux niveaux. Un niveau formel qui coïncide, n'est-ce pas, avec le besoin d'accompagner l'État autour des années 90-91 et un niveau institutionnel à partir de 2001 où le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, signe un arrêté instituant l'APE. D'accord. Ah, mais l'objectif principal, c'est accompagner l'État dans l'éducation de la population. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui donc que ces textes-là sont appliqués? Est-ce qu'ils sont respectés? Alors, il faut qu'on reste un peu dans l'esprit de ces textes. Parce que si on demande, est-ce que les parents accompagnent l'État dans l'exercice de cette mission régalienne? La réponse est oui. Peut-être on verra, n'est-ce pas, tout au long, n'est-ce pas, de notre échange, que cet accompagnement s'est renversé à son contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'accompagner, ce sont les parents maintenant qui ont pris en charge la gestion financière des lycées. C'est-à-dire un peu comme si vous interpellez quelqu'un qui puisse vous aider, n'est-ce pas, à transporter votre sac, mais à l'arrivée de course, on se rend plutôt compte que vous lui avez abandonné le sac et vous marchez derrière lui. C'est à peu près comme ça. Donc du point de vue du principe, les parents continuent, n'est-ce pas, à accompagner l'État dans l'exécution de sa mission régalienne qui est celle de former intellectuellement et moralement les citoyens. D'accord. Dans le décret, qu'est-ce qui est dit? Peut-être qu'il faut déjà qu'on commence par qui et comment est fixé le taux des contributions APE? Alors, comment est-ce qu'on fixe les taux d'APE? Il faut d'abord faire comprendre qu'il n'y a pas un cadre normatif qui institue un plafonnement des frais de l'APE. En vérité, si on considère ce que j'ai dit à l'entame de cette émission, c'est-à-dire que les populations, les parents décident d'accompagner l'État, cela veut dire que cet accompagnement tient lieu d'un ensemble de besoins que chaque établissement rencontre. Et à partir de ce moment, il y a en amont ce qu'on va appeler l'élection des délégués des parents. Une fois que les délégués ont été élus, ces délégués des parents, un peu comme les députés, forment ce qu'on appelle le comité directeur. Alors le comité directeur est à peu près comme l'Assemblée nationale, où les questions, n'est-ce pas, liées à la nature de l'appui que les parents peuvent apporter à l'établissement sont discutées. Or, le comité directeur, puisqu'il ne peut pas, n'est-ce pas, siéger, c'est-à-dire tous les membres ne peuvent pas siéger au même moment que le conseil d'établissement, au même moment que l'administration, le comité directeur, qui est constitué des délégués des parents, va désigner en son sein, c'est une élection, des personnes qui vont représenter le comité directeur et donc représenter les parents auprès de l'administration scolaire. Ces personnes-là constituent ce qu'on appelle le bureau exécutif de l'APE, chapeauté par un président, un vice-président, un secrétaire général adjoint, un trésorier, deux commissaires aux comptes, bon, un conseiller, et puis tout ce qu'on peut aussi dire. Alors, une fois donc que ce bureau a été mis sur pied, ce bureau, n'est-ce pas, entre en contact avec les différentes doléances formulées par le proviseur. Et après que ces doléances aient été reçues, ces doléances sont d'abord discutées, n'est-ce pas, à l'intérieur du comité directeur. On essaye donc de faire ce qu'on appelle un devis qualitatif et un devis quantitatif des éléments fournis par la liste des besoins du proviseur, du chef d'établissement. Une fois que cela est fait, je parle bien du principe, parce qu'on va faire la différence maintenant dans le principe et les faits. C'est ce qui se passe sur le terrain, voilà. Effectivement. Alors, une fois donc que cela est fait, les parents, c'est-à-dire le comité directeur, fait des simulations sur la manière dont les parents peuvent accompagner le lycée. Et ces simulations donc sont présentées à l'Assemblée générale qui arrête les frais d'APE.
Donc pour répondre à votre question, c'est l'Assemblée générale de l'APE qui arrête les frais de l'APE en fonction des besoins présentés par le chef d'établissement. Très bien. Si l'APE est fixée en fonction des besoins de l'établissement, ça veut dire que tous les établissements n'ont pas besoin d'APE. Oui, parce que si on n'a pas de besoin, on n'a pas besoin d'argent aussi. C'est pas que tous les établissements n'ont pas besoin d'APE. En vérité, c'est que il faut qu'on rappelle très bien que l'APE, en tant qu'un appui, n'évacue pas la contribution de l'État dans la formation de ses enfants. En vérité, plusieurs raisons peuvent justifier le fait que dans certains établissements scolaires, il n'y ait pas d'APE. C'est par exemple la taille réduite de l'effectif. Prenons des CES ou bien des collèges, des lycées, où on a à peine 3-4 enfants et pour lesquels les parents ne trouvent pas une urgence à s'intéresser même sur la manière dont les affaires se déroulent dans l'établissement. Du coup, vous ne pouvez pas leur demander de venir payer l'APE, les frais d'APE, lorsqu'ils ne trouvent même pas d'abord eux-mêmes l'intérêt à payer les frais exigibles. À partir de ce moment, l'État doit prendre, n'est-ce pas, ses responsabilités en main. Il y a d'autres cas de figure. Moi, par exemple, j'ai enseigné au lycée de Tokombéré, c'est à l'extrême nord, dans le Mao-Sava. Là-bas, il n'y avait pas l'APE. Mais ce n'est pas pour autant que l'État a fermé les portes de ces lycées. Et là-bas, c'est l'élite locale qui a pris sur elle de recruter les enseignants en fonction de la demande du chef d'établissement, c'est-à-dire monsieur le proviseur du lycée de Tokombéré, que je salue en passant, qui est actuellement au lycée bilingue de Mokolo, Vandi Joseph. Alors, donc, une fois que l'élite locale, n'est-ce pas, prend sur elle de recruter les enseignants avec l'accompagnement du lycée, c'est-à-dire l'administration, qui a un droit de regard sur la qualité des personnes qu'on recrute, elle se donne aussi elle-même, cette élite-là, les moyens pour appuyer financièrement ces enseignants vacataires. C'est justement la particularité de la ville de Tokombéré, parce que justement, les enseignants qui étaient recrutés par l'élite étaient appelés enseignants communaux, parce qu'ils ne travaillaient pas simplement pour le compte du lycée, mais aussi pour le compte des établissements scolaires environnants. Vous voyez, dans ce cas d'espèce, il n'y avait pas véritablement l'APE. D'accord. Mais est-ce que dans les textes qui régissent l'association des parents d'élèves, il est dit que les contributions sont obligatoirement numéraires? Est-ce qu'un parent ne peut pas décider ma participation sont les tables bancs, c'est-à-dire que le matériel physique, est-ce que c'est obligatoire de donner de l'argent? Je vais vous dire, moi particulièrement, j'ai fait le lycée scientifique de Bétois, tous les années 95, 96, 97. Et quand moi je faisais le lycée scientifique de Bétois, le problème de l'APE ne se posait pas avec autant d'acuité. La simulation que vous êtes en train de faire est à peu près ce qui se passait à cette époque. C'est-à-dire qu'un parent pouvait apporter un banc volontairement, un autre pouvait décider de peindre la salle de classe ou bien de donner sa contribution pour noircir les tableaux. À cette époque, l'APE était véritablement volontaire et libre et coïncidait avec à la fois la loi fondamentale du Cameroun, la loi de 90 sur la liberté d'association, qui consacre dans son article 2 la libre adhésion volontaire, n'est-ce pas, à toute association, quelle que soit sa nature. Cette manière de faire aussi coïncidait avec le décret présidentiel de 2001 qui institue l'APE. Parce que justement dans ce décret, le chef de l'État rappelle très bien que ces affaires sont libres et volontaires. Alors, vous parlez maintenant d'une situation où il y a des contraintes, où on oblige. En vérité, les couacs vont commencer à prendre corps. Les crises d'interprétation des lois vont commencer justement à partir du moment où le ministre Bapès de regretter mémoire prend la tête du ministère
des enseignements secondaires et s'amuse à publier les circulaires, circulaires sur circulaires. Il s'est amusé. Circulaire sur circulaire, parce que c'est public des circulaires. Parce que c'est des choses très graves. Ouais. Des circulaires dont les contenus rament à contre-courant de l'esprit de la loi de 90 et du décret présidentiel de 2001. Par exemple, si vous prenez la circulaire de 2008, signée par le ministre Bapès, cette circulaire fait comprendre que une fois que le parent inscrit son enfant dans un établissement public, il fait automatiquement partie de l'APE. Et lorsque les frais d'APE ont été arrêtés en assemblée générale, ceux-ci deviennent obligatoires. Vous voyez? À une époque lointaine, plusieurs acteurs de la société civile se sont levés pour attaquer les circulaires du ministre Bapès, n'est-ce pas, au tribunal administratif, parce qu'il s'agissait, n'est-ce pas, des circulaires qui trahissaient l'esprit de la loi de 90 et de la loi et du décret présidentiel de 2001. Parce que, madame, si nous rentrons, n'est-ce pas, dans les principes du droit, parlant, n'est-ce pas, de la hiérarchie des normes juridiques, une circulaire ne crée pas une règle de droit nouvelle. Et à partir de ce moment, elle ne peut pas être au-dessus d'un décret ou d'une loi fondamentale. Mais pourquoi est-ce que ça se passe donc comme ça? Vous avez constaté que ce n'était pas normal. Qui oblige donc aujourd'hui? Puisque vous savez, la circulaire ne peut pas primer sur le décret. L'association est libre. Ce n'est pas, les contributions doivent être volontaires. Pourquoi est-ce que ça continue donc depuis des années? Qui oblige aujourd'hui? Moi, je crois qu'on aurait posé cette question aux parents pour leur demander, sachant, n'est-ce pas, qu'une pratique est illégale, contraire à l'esprit de la loi, qu'est-ce qui vous oblige Vous êtes parents à payer? Et je pense que vous êtes dans l'association aussi. Donc vous déjà, dites-nous pourquoi vous êtes parents et vous payez. Je vais vous dire quelque chose qui est simple. Lorsque le ministre Bapès rend public la circulaire de 2008, les associations syndicales qui ont en commun les questions de l'éducation sont montées au créneau pour crier, n'est-ce pas, l'illégalité de cette circulaire. Ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que plusieurs chefs d'établissement ont trouvé dans la circulaire du ministre Bapès une occasion, n'est-ce pas, de se faire plein les poches, conditionnant le paiement des frais exigibles par le paiement préalable des frais d'APE. On a vu des cas dans lesquels certains parents ont pris sur eux de ne pas payer. Et comment leurs enfants ont été martyrisés dans les salles de classe, au nez et à la barbe des personnes qui ont la charge de rendre compte de la justice. Peut-être ce que nombre de vos téléspectateurs ne savent pas, c'est que si vous considérez la circulaire de 2008, on a les membres statutaires de l'APE, n'est-ce pas? Tout comme on a les membres non statutaires, parmi lesquels un représentant de l'autorité administrative, c'est-à-dire du sous-préfet, tout ce que vous pouvez imaginer, et un représentant des forces de maintien de l'ordre. D'où vient-il que les personnes qui ont un droit de regard sur la manière dont la loi elle soit appliquée ou pas, laissent passer des pratiques qui n'ont véritablement rien à faire avec les dispositions constitutionnelles? On peut donc soupçonner que si ces personnes restent silencieuses, c'est sûrement parce qu'elles trouvent leur compte dans cette illégalité qui nourrit et ravitaille sûrement beaucoup de réseaux. Et elles auraient aussi peur, peut-être pour leur propre poste, que si
on prend le cas d'un sous-préfet qui commence à dénoncer. Peut-être il peut rendre difficile les circuits de nomination du proviseur, mais en retour, a-t-il la garantie que les réseaux qui ont envoyé le proviseur là où il se trouve ne peuvent pas perturber son propre service? Vous voyez, c'est un jeu malsain qui fait que finalement, les gens trouvent plutôt un intérêt à se servir au lieu de servir ce pourquoi on collecte les frais. Jusque-là, vous ne m'avez pas dit qui oblige, et du moins, on va revenir. Dites-nous déjà, vous êtes enseignant. Au départ, c'était APE. Un deuxième E s'est ajouté, c'est-à-dire les enseignants. Qu'est-ce que les enseignants font dans cette association? Peut-être que c'est après que vous allez nous expliquer qui oblige et qu'est-ce que vous avez fait. Vous qui connaissez la loi et voyez que c'est pas normal. Qu'est-ce que les enseignants font dans cette association? Moi, je crois que la manière dont je prends un peu de temps pour expliquer ces choses devrait déjà permettre de comprendre qu'il y a eu des évolutions. Parce que comprenons-nous très bien. J'ai évoqué ici la circulaire de 92. Pourtant, n'est-ce pas, interdiction de l'immixtion des chefs d'établissement dans les affaires des parents. Oui. On est en 92. La question que vous posez est justement de savoir qu'est-ce qui se serait passé pour que entre 92 et 2008, qu'on en vienne à introduire les parents là où ils étaient véritablement, les enseignants, qu'on en vienne à introduire les enseignants là où ils étaient véritablement absents. La raison officielle qui est avancée, c'est que les parents, les enseignants, et je trouve que c'est un enseignant, il faut bien qu'on le dise. Parce que si vous prenez la circulaire de 2008, l'enseignant ne peut occuper que la fonction de secrétaire général à l'intérieur du bureau exécutif. Parce qu'il faut qu'on le dise clairement. Alors, officiellement, la raison qui est avancée, c'est que l'enseignant est à peu près comme la courroie de transmission entre l'établissement et l'association. C'est un peu comme si c'est lui qui rend compte, à l'absence du proviseur qui ne peut pas, du fait, n'est-ce pas, du caractère un peu énorme de ses charges. Le proviseur ne peut pas humainement assister à toutes les réunions du comité directeur. Mais on s'est dit quand même que l'enseignant qui est présent dans l'APEE rend compte soit de la manière dont les appuis multiformes sont utilisés, ou alors des besoins à venir ou proches, parfois non budgétisés, que l'établissement peut rencontrer. Mais l'enseignant en plus a une voie pédagogique, parce que c'est lui qui informe les parents sur les subtilités dans les disciplines et la nécessité, par exemple, de poser des actes qui peuvent impliquer un appui supplémentaire de la part des parents. Vous voyez? Donc, l'enseignant, dans le bureau de l'APEE, est à peu près comme un conseiller pédagogique, si vous me permettez l'expression, et n'a véritablement, je suis encore là du point de vue du principe, n'a véritablement rien à voir avec la gestion financière, surtout que le trésorier de l'APE, c'est un parent, les deux commissaires aux comptes sont des parents, les présidents, c'est des parents, tout comme les vice-présidents. Est-ce que l'enseignant aussi ne peut pas être complice? Je m'explique. Vous avez ce rôle pédagogique-là. Vous savez que, bon, ce lycée a besoin, par exemple, de laboratoire. Vous pouvez être aussi l'élément, l'agent envoyé par le proviseur qui est surchargé. Le proviseur qui serait en complicité avec le bureau de l'APE, selon ce que vous avez dit un peu plus haut. Est-ce que là aussi l'enseignant n'est pas complice? Dans son travail de pédagogie, est-ce qu'il fait savoir aussi aux enseignants que ce taux est trop élevé ou ne devrait pas être autant élevé? Est-ce qu'il fait ce travail de pédagogie là aussi? Je pense que vous avez devant vous un enseignant. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Et qui peut-être même est dans une association. Oui, oui. Voilà. Vous avez affaire à un enseignant et dont vous connaissez un peu la liberté de ton. Vous pensez que dans mon lycée, je peux être complice, n'est-ce pas, des malversations? Je n'en sais rien. C'est-à-dire que je peux exactement connaître que telle activité n'a pas été menée
et je passe au torchon là-dessus, sans rendre compte de cette manière de faire au comité directeur, je vais vous dire quelque chose qui est simple. Il ne faut pas être un enseignant pour aider le proviseur ou bien le président de l'APE à détourner. Parce que pour être bien sincère, ils n'ont pas véritablement besoin de vous. Je crois plutôt que le problème des malversations financières au sein de l'APE commence même avec le casting. Justement, dans le choix. Comment est-ce qu'il est fait ce casting-là? Je commence avec le casting dans le choix, n'est-ce pas, des personnes qui vont faire partie du bureau exécutif. Vous avez embrayé sur la question suivante. Comment est fait le casting? Je vais vous dire quelque chose, madame. Oui. Vous êtes journaliste. On dit des journalistes qui sont les historiens du présent. Je suis sûr que vous avez des informations sur plusieurs lycées de la ville de Douala et de Yaoundé qui n'ont pas organisé des assemblées générales électives. Posez-vous donc la question de savoir qui a fixé les prix d'APE, les frais d'APE. Posez-vous la question de savoir est-ce que les bureaux, en majorité, qui perçoivent ces fonds sont des bureaux légaux ou bien légitimes. Demandez-vous, dans ce silence presque complice, qui paye les frais et à qui profite le crime? Moi, je crois que ce sont là les questions essentielles. Parce Monsieur Lemopi, tout à l'heure, je vous ai demandé qui exige. Vous ne m'avez pas encore répondu. Moi, j'ai répondu à votre question. Qui exige, puisqu'on sait déjà que la loi est comme ça, qui exige donc, puisque vous êtes enseignant, vous êtes dans cette association, et vous avez dit que vous avez une liberté de ton. Oui. Dites-nous, qui exige donc, peut-être dans votre lycée? Parlons peut-être de votre lycée. Moi, j'ai répondu à votre question. Qui a exigé? Écoutez, dites-nous de façon claire. Je vais vous dire. Pas de parabole. Non, je vais vous dire de manière simple. Oui. Mon lycée, c'est le lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Oui. N'est-ce pas? Au comité directeur, il y a eu des désaccords sur les frais de l'APE. Oui. Parce que, je vais vous dire que le montant qui est payé, c'est 33 500 francs. Il y a eu des désaccords. Pourquoi il y a eu des désaccords? Il faut qu'on se comprenne très bien. Il y avait, n'est-ce pas, un camp, c'est-à-dire une fraction des délégués des parents d'élèves qui estimaient que, en termes d'infrastructure, le gros œuvre a déjà été fait et que c'est, n'est-ce pas, leur définition. Une autre estimait que le lycée a eu à contracter des dettes sur une période de 3 ans et que l'entrepreneur qui a eu à exécuter les travaux a eu à les faire avec ses propres fonds. Et il y a eu, n'est-ce pas, une sorte d'étalage, n'est-ce pas, du paiement. Alors, on comprend très bien. Alors, pour cette frange des délégués et des parents, il était question plutôt pour eux de laisser intact les frais d'APE. Surtout que, dans les débats, il y a un groupuscule de délégués qui a choisi de faire comprendre qu'il fallait augmenter à raison de 2000 francs frais Covid, n'est-ce pas, comme demandé par madame le ministre, 2000 francs frais de toilette. Cela veut dire que si les délégués des parents du lycée bilingue de Nilon-Brazzaville ne s'étaient pas levés, on passerait de 33 500 à 37 500 francs. Parce qu'il faut qu'on se dise très bien. Je peux quand même dire que pour ce cas bien précis, même s'il n'y a pas eu une baisse des frais de l'APE, il y a eu une stabilisation, il n'y a pas eu la possibilité d'augmenter parce que les délégués ont porté un regard critique sur la manière dont les choses sont gérées pour l'année scolaire 2020-2021, mais aussi et surtout sur les difficultés que bon nombre de parents rencontrent. Vous savez quand même qu'avec la question de la Covid-19, plusieurs parents ont été licenciés dans leurs entreprises et ont passé comme ça là toute l'année scolaire, n'est-ce pas, au clair de lune. Comment devraient-ils envisager ces parents-là la rentrée scolaire en sachant déjà qu'ils ne devraient plus payer 33 500 francs comme frais d'APE, mais plutôt 37 000. Vous voyez, c'est donc vu sur un angle un peu humaniste qu'on s'est dit, comme c'est la dernière phase de la finition du grand bâtiment, les frais de 33 500 restent, et puis pour la prochaine année, on verra comment progressivement ces frais vont chuter. Donc là-bas, il y a eu consensus. Jusque-là. Cela veut dire, oui, si vous voulez que je réponde, que je fasse la synthèse de ce que j'ai eu à dire, j'ai dit. Qui oblige? J'ai dit. Qui exige? Là où on oblige, oui. Là où on oblige de payer, ce sont les chefs d'établissement qui obligent de payer avec la connivence,
des présidents d'APE, 2, de l'autorité administrative qui fait partie des membres non statutaires, je vous l'ai dit. 3, du représentant des forces, du représentant, n'est-ce pas, des forces de maintien de l'ordre. Est-ce que ça fait très bien comprendre? Parce que le proviseur ou bien le chef d'établissement ne peut pas choisir d'augmenter en solitude les frais de l'APE sans que ces personnes-là n'aient eu à donner leur onction. Je n'oublie pas le président du conseil d'établissement. Vous voyez que dans ce cas de figure, les parents sont carrément mis en touche au profit, n'est-ce pas, d'une administration qui a choisi de se confiner et d'imposer tout aux autres membres de la communauté éducative. Mais ici, est-ce qu'on doit comprendre donc le chef d'établissement, est-ce qu'il prend sur lui de le faire ou il reçoit aussi un ordre? Mais je crois que cette question, c'est mieux qu'on la pose au chef d'établissement. Mais au moins dans les faits. Oui. Mais au moins dans les faits. Si on sait aussi que lorsqu'on parle des mécanismes de contrôle institués, Oui. n'est-ce pas? Il y a la délégation départementale, il y a la délégation régionale, il y a plusieurs services centraux, hein, comme la direction, n'est-ce pas, de l'enseignement secondaire général, comme l'inspection générale des services. Mais si tous ces instruments de contrôle, ces institutions de contrôle restent silencieuses face à ces affaires-là, on peut quand même soupçonner qu'il y aurait aussi des mains obscures de ces institutions dans le processus, n'est-ce pas, on va dire comment, dans le processus, n'est-ce pas, de définition des frais de l'APE de manière unilatérale. Et on comprend peut-être que si ces personnes-là ne disent rien, c'est que peut-être du parti de ces frais-là va aider à huiler les réseaux. Peut-être qu'ils ne veulent pas faire de l'ingérence aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de... Il ne faut pas d'ingérence. C'est pour ça que l'enseignant est mis dans le... Peut-être qu'ils ne veulent pas faire d'ingérence. Non, là je parle d'un rôle institutionnel. C'est-à-dire que dans le texte qui crée l'APE, il y a des dispositions qui concernent les mécanismes de contrôle de la gestion financière. N'est-ce pas? Je dis donc que si ces personnes-là qui ont la charge de contrôler ces affaires ne disent rien, on peut quand même dire que... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Si on n'a pas de preuves, on ne peut pas dire. Qu'est-ce que le syndicat dit face à tout cela? Vous êtes syndicaliste. Qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous avez tenté comme action? Madame, il faut d'abord que je précise quelque chose. Ce qui dérange les parents et même les enseignants, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas les frais d'APE en eux-mêmes. N'est-ce pas? C'est peut-être, c'est par exemple le non-plafonnement de ces frais. Ce non-plafonnement fait qu'il y a comme une disproportionnalité de ces frais, une disparité de ces frais d'un lycée à un autre. Vous voyez, l'argument qu'on va avancer, c'est que les besoins ne sont pas les mêmes. Justement, vous avez dit tout à l'heure que les besoins... Les besoins n'étant pas les mêmes, oui. Le fait qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, un plafonnement pour ces choses-là, font que finalement, on a ici la 25 000, la 50 000, à côté 70 000, comme si il est question pour les parents, n'est-ce pas, de résoudre tous les problèmes des établissements ici et maintenant. C'est ce que moi je tenais d'abord à dire, avant, n'est-ce pas, d'apporter des clarifications à la question que vous venez de poser par rapport, n'est-ce pas, à l'action des syndicats. Moi, je vais vous dire, les syndicats font beaucoup. Ouais. Les syndicats font beaucoup. Je crois quand même que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que la communication a été intensifiée. La communication a été intensifiée. Il y a des relais locaux. Plusieurs parents se rendent véritablement compte de plus en plus de la supercherie. Je vais vous dire, le 28 août dernier, le SNAES, le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, a tenu son conseil national, au cours duquel on a longuement échangé sur ces questions. Et plusieurs résolutions aussi ont été prises. Vous voyez, parmi les choses qui fâchent, à côté, n'est-ce pas, du non-plafonnement, il y a aussi le fait que dans certains lycées, il n'y a pas que l'APE qu'on paye. C'est-à-dire qu'après avoir bien payé l'APE, il y a maintenant les frais de demi-carte photo. Vous voyez, qu'on contraint l'enfant de payer à l'établissement. Ça veut dire que même si l'enfant a son parent qui est photographe et qui peut lui délivrer ses demi-cartes photo, ce parent n'a pas qualité, n'est-ce pas, de les lui délivrer. Il y a à côté de cela les frais informatiques. Et c'est ça qui fait que il y a même des frais, n'est-ce pas, pour des activités non budgétisées. Ouais, ce qui fait que finalement, l'APE peut coûter 40 000
Et les autres frais parasitaires là s'élèvent à 15, à 20 000. On est relativement à 60 000. À côté aussi, il faut voir la manière dont ces frais sont gérés. Et c'est ça l'un des plus gros problèmes. C'est-à-dire, les parents, n'est-ce pas, ne perçoivent pas dans leur immense majorité un mauvais œil leur accompagnement dans les questions d'éducation, mais ils s'indignent non seulement du non-plafonnement, mais aussi de la manière dont ces frais sont gérés. Considérons quelques cas. Comment vous imaginez que les parents qui sont dans l'immense majorité pauvres, si je prends le lycée, le quartier qui abrite le lycée dans lequel moi je travaille, le lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, comment vous allez comprendre que les parents qui se sacrifient pour payer de pareilles sommes se surprennent, par exemple, lors de l'Assemblée générale, avec des activités qu'on dit avoir exécutées, mais qui finalement n'ont rien à voir avec la formation des apprenants. Ce que je dis n'est pas seulement vrai pour mon lycée. Il y a d'autres lycées. Prenez Ngodi Bakoko. Mais cet argent, je veux dire, les besoins sont listés. Oui. Et même le texte précise quand même, je pense qu'il y a les vacataires, peut-être les bâtiments, les tables bancs, les laboratoires par exemple, le paiement des gardiens. Est-ce que ces autres frais-là devraient entrer dans la liste? Très bien. Là-bas, vous parlez du principe, c'est-à-dire ce qui est contenu dans les textes, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Vous allez par exemple voir, on dit frais d'entretien du bureau du proviseur, 2 millions. Vous voyez, vous l'avez tiqué quand j'ai dit cela. 2 millions. On se fait comprendre. Frais de machin, salaire du chauffeur, on donne le montant. Vous voyez un peu, vous voyez à quoi cela frise? Continue un peu. Non, Préparateur psychologique. Parce qu'ils sont nombreux, ces chefs d'établissement qui viennent à l'école avec le marabout, ils appellent préparateur psychologique. Vous voyez, vous sursauter. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que voilà des choses, par exemple, qui choquent les enseignants. Il y a des lycées, je ne vous cache rien, qui perçoivent des fonds dans les rubriques appui, n'est-ce pas, à l'action pédagogique avec les travaux dirigés. Mais dont les travaux dirigés ne sont pas faits. Et les parents sont au courant que les travaux dirigés n'ont pas été effectués. Alors, voilà des choses qui fâchent. Parce que, justement, chaque fois qu'il y a un bilan financier, n'est-ce pas, de l'APE, quel que soit le lycée considéré, prenez le cas de Douala, Yaoundé, Bafoussam, vous allez vous rendre qu'à l'arrivée, le solde est toujours presque nul. N'est-ce pas? On va demander où sont passés les frais de TD alors que les TD n'ont pas eu lieu. On va dire non, on a ajusté telle rubrique. Bon, où sont passés les frais de... Vous voyez, on va parler des frais de communication. Communication, on va dire 2 millions. Les parents vont se surprendre qu'ils n'ont jamais reçu un traître message, que ce soit un SMS ou bien une autre information de ce genre. Vous voyez, les syndicats travaillent dans le sens d'abord de sensibiliser les parents. Parce que, il faut qu'on dise la vérité, les syndicalistes ne sont pas les marabouts. Les syndicalistes ont d'abord besoin de former une masse critique, n'est-ce pas, suffisante. Et c'est justement la conviction que lorsque cette masse critique suffisante sera constituée, n'est-ce pas, les actions vont venir de la base. D'où vient-il, par exemple, que certains chefs d'établissement demandent aux parents, après avoir payé les frais d'APE, de payer les frais pour les cartes photos et les badges? Je vais vous dire quelque chose. Il y a des dispositions, n'est-ce pas, il y a des dispositions, n'est-ce pas, juridiques, parlant, n'est-ce pas, de la législation scolaire, qui disent clairement que c'est le chef d'établissement qui produit les badges au cas d'identité scolaire des enfants. Hein? Et que cela est gratuit. Mais est-ce que les parents savent cela? Dans certaines lycées, on va demander 15 000, dans d'autres 2 000. Pardon, dans certaines, on va demander 1 500, dans d'autres 2 000. Pourtant, en vérité, c'est des choses, n'est-ce pas, qui véritablement ne coûtent rien. Et que l'État lui-même a prévu la confection dans la manière dont l'argent, c'est-à-dire les frais exigibles que les enfants payent, hein, sont séquencés. Parce que les frais exigibles que les enfants payent, il y a des rubriques pour tous ces frais. On sait par exemple que quand un enfant du premier cycle paye 7 500 francs, voici ce qui part dans le fonctionnement direct de l'établissement. Quand un enfant du second cycle paye 10 000 francs, voici ce qui part directement dans le fonctionnement de l'établissement. Moi, je crois que c'est aussi l'absence de transparence dans la gestion de ce fonds. Parce qu'il y a des cas où les rubriques qui sont déjà financées par l'État se retrouvent encore être financées par les parents d'élèves. Ouais. Vous voyez, ça pose des problèmes sérieux. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de transparence
Donc les syndicats font des choses merveilleuses. Le syndicat, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il est juste encore dans la sensibilisation parce que le problème date quand même. Si de façon officielle, les APE existent depuis, disons, 90, avant le décret du président, 90 à 2021, ça fait quand même plus de 30 ans. Qu'est-ce que les syndicats font? Et même si c'est depuis 2021, ça fait aussi quand même... 2001, pardon, oui. Ça fait quand même 20 ans. Qu'est-ce que les syndicats ont déjà fait et qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Parce qu'on se rend compte que le problème est quand même grave. Les syndicats ne sensibilisent pas seulement. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Les syndicats font des suggestions aussi à l'État. Aux parents ou aux... Non, à l'État. Je veux dire que la sensibilisation a un seul but, n'est-ce pas? Créer une masse critique suffisante, n'est-ce pas? Pour déclencher les processus, n'est-ce pas, de revendication, pas à la base. Mais le syndicat fait aussi des suggestions à l'État. Moi, je vais vous dire quelque chose qui est simple. Par rapport à la disparité, par exemple, des frais de l'APE et son non-plafonnement. Vous voyez, les syndicats ont fait des suggestions. On a par exemple estimé que si l'État est convaincu que les 7 500 francs qu'il demande aux parents de payer pour l'enfant du premier cycle, ou bien les 10 000 francs qu'ils demandent aux parents de payer pour leur enfant du second cycle, si ces frais-là ne suffisent plus pour former les citoyens camerounais, au lieu d'abandonner les enfants à la charité, n'est-ce pas, des âmes qui sont de plus en plus mal intentionnées, il est plutôt opportun de penser à l'augmentation des frais exigibles et à la dissolution de l'APE, qui est aujourd'hui une véritable cause d'affrontement. Je vous dis cela sincèrement. Et si cela n'est pas fait, je vous mets pas au défi, mais vous avez remarqué que, vous avez constaté que dans les jours à venir, vous apprendrez que certains parents ou bien certains chefs d'établissement ont été agressés par les parents. Et ce serait vraiment désolant. Moi, je crois que on a fait cette suggestion. On a dit aussi, à défaut de relever les frais exigibles, on peut penser aussi à un plafonnement des frais d'APE. Parce qu'il est quand même normal qu'un groupuscule d'individus se regroupe sur le fallacieux prétexte qu'ils sont des parents d'élèves et fixe des prix anticonstitutionnels, c'est-à-dire parfois 2, 3, 4, 5 fois supérieurs à ce que l'État lui-même a estimé nécessaire pour former ses propres enfants. Peut-être faudrait-il que l'État arrive, n'est-ce pas, à définir un plafonnement, que les frais d'APE, quels que soient les besoins dans un lycée, n'excèdent plus 15 000, par exemple. Et la troisième chose que nous sommes en train de penser, et que nous avons fait des suggestions à l'État, il faut aussi que l'État repense les mécanismes de contrôle de gestion de ces frais d'APE. Peut-être avec la décentralisation, beaucoup de choses iront. Quand cette décentralisation serait effective, pourquoi, madame? Disons-nous simplement, si on arrivait par exemple à avoir dans les faits, c'est-à-dire dans la pratique, une chambre de compte régionale, par exemple la région du littoral, et qui doit essayer de porter un regard attentif sur la manière dont ces affaires sont collectées, la manière dont elles sont gérées et la manière dont on va rendre compte. N'est-ce pas? Je suis sûr que plusieurs chefs d'établissement ne devront plus travailler à jouer avec l'argent des parents. Voilà les suggestions. Et ça ne coûte rien à l'État. Avant, j'aimerais quand même comprendre, hein, qu'est-ce qui peut justifier? Parce que je vous pose la question, je continue de dire vous êtes enseignant, ça veut dire que vous êtes dans l'APE. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que le montant de l'APE soit le triple, le quintuple des frais exigés par l'État? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Parce que je me dis, si l'État a 17 500 pour le premier cycle et 10 000 pour le second cycle, il s'est rendu compte que dans cette marge-là, on peut s'en sortir. Qu'est-ce qui peut justifier donc que ce qui vient en appui soit multiplié par 5? Madame, votre interrogation nourrit aussi la mienne. Parce qu'il faut qu'on le dise clairement. On a vu des cas où certains acteurs de la société civile ont simplement parlé de la privatisation de l'école et de la démission de l'État. N'est-ce pas? Puisqu'on ne comprend pas comment on peut arriver à ces choses. Peut-être si on a seulement choisi de surfacturer, n'est-ce pas, les coûts des besoins. Par exemple, une salle de classe dont on sait qu'il peut être construite à 8 millions. On arrive, n'est-ce pas, à illusionner les parents qu'en raison, n'est-ce pas, de telles subtilités du sol et du climat, les 8 millions ne peuvent pas suffire, il faut 15 millions. Et on a besoin de 10 salles de classe, ça fait 150 millions. Vous voyez? Du coup,
la communication en amont va travailler à effriter la conscience critique des parents en leur donnant comme l'impression que le déroulé qui a été fait dans la présentation du projet coïncide avec ce qui va réellement être fait. Donc moi je me dis que il y a d'abord un discours de la séduction qui est pensé en amont. Et ce discours de la séduction est accompagné, n'est-ce pas, par une politique de la violence, qu'elle soit explicite ou implicite. Violence, n'est-ce pas, sourde ou bien masquée à l'endroit des parents qui tenteraient de tenir un évangile différent. Et c'est justement la raison pour laquelle, lorsque 1, 2, 3 ou 4 parents ont commencé à payer, les autres suivent de manière chorale. Donc moi je crois que c'est un peu ça. Et il y a aussi un autre cas, il y a aussi une autre explication qu'on peut donner. Certains disent que on va faire comment? Si on ne paye pas, qui va enseigner nos enfants? Parce qu'on a travaillé, n'est-ce pas, à installer dans l'imaginaire collectif que si les parents ne payent pas, il n'y aura pas de classe. Ce qui est faux. D'ailleurs, tous les lycées du Cameroun, je vous l'ai dit au départ, non pas l'APE, mais est-ce que l'État a fermé les portes? C'est que ce discours est porteur d'une forte dose d'idéologie. Il faut très bien qu'on comprenne que même si les parents arrivaient à ne pas payer, l'État trouverait des moyens pour financer l'école. Je peux vous donner un exemple. Est-ce que vous savez, madame, que à côté, par exemple, de la redevance audiovisuelle, n'est-ce pas, qu'on perçoit chez tous les Camerounais, que ce soit du privé ou du public, on peut aussi penser une redevance, n'est-ce pas, pour le financement de l'éducation. Ça peut être une taxe ou un impôt, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité, hein, pour dire que les stratégies ne manquent pas. Et que on peut, en fonction du salaire de X ou de Y, c'est dit, vous allez payer 1% de votre salaire pour l'appui, n'est-ce pas, au financement de l'éducation. On peut aussi poser, n'est-ce pas, des impôts, prélever des impôts nouveaux sur, n'est-ce pas, la communication. Vous voyez? On peut se dire que chaque fois que vous passez un appel, on prélève 1 franc dans vos appels pour financer l'éducation. Et là, pour libérer l'école des parents, j'ai vu dans un lycée, je vais donner le nom, le lycée de Niala, lycée bilingue de Niala, comment, il y a cela entre 4 ou 5 ans, comment certains parents se sont opposés vertement à l'augmentation des frais d'APE au point d'assaillir le lycée. Certains avaient les mamies, d'autres avaient les plats, d'autres avaient les enfants. Ils disaient qu'ils viennent préparer là-bas, tout ça. Vous voyez, c'est des choses qui n'honorent pas l'État. C'est des choses dont l'État n'a pas besoin parce que l'État, comme on le dit, n'est-ce pas, est l'organe suprême. L'État a des stratégies pour financer l'éducation. Et je crois justement que les problèmes que l'APE pose, et les problèmes cruciaux que l'APE pose depuis, n'est-ce pas, une dizaine d'années, devraient susciter à l'endroit de nos gouvernants, n'est-ce pas, à la fois cette prise de conscience, mais aussi libérer chez eux la créativité et l'inventivité des nouvelles solutions. Puisque il est trop facile de demander aux parents de payer 40, 50, 60 000 francs. Pour moi, c'est de la facilité. Et même les manquements qu'on observe dans les lycées ne peuvent pas justifier ce prélèvement. Auquel cas, on dirait par exemple que, madame, l'hôpital à Kentini a des problèmes. Par exemple, les appareils en ORL. Et puis, subitement, une association de malades se constitue et fixe, n'est-ce pas, arbitrairement les prix de consultation à l'effet de dire qu'on va appuyer l'hôpital à Kentini. Ouais, ce ne serait pas normal. C'est aussi qu'on peut dire que, bon, comment justifier, on dit, bon, l'État a les problèmes. C'est vrai, l'État a les problèmes. Mais est-ce que c'est parce que l'État a les problèmes qui ne continue plus à garantir la sécurité des Camerounais? Vous voyez, c'est l'État qui achète, par exemple, les armes, les munitions, hein, et la police, pour assurer la protection des biens et des personnes. Mais est-ce qu'on peut dire que, parce que l'État n'a pas les moyens, et que les policiers n'ont plus les armes suffisantes pour les éléments, on demande à chaque quartier collecter l'argent, acheter les fusils pour donner aux policiers? Ouais, ça ne peut être pas sérieux. Ouais.
Vous avez dit que vous, en tant que syndicat, vous faites déjà des propositions. Moi, j'aimerais comprendre. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé des frais Covid, des frais toilettes. J'aimerais déjà savoir qu'est-ce que c'est exactement. Parce que je sais qu'il y a un projet Clean School et projet informatique qui est aussi mis sur pied depuis cette rentrée scolaire. C'est quoi les frais Covid? C'est quoi les frais de toilettes? Alors tout ça, c'est un peu comme une sorte de boule de cristal, ces affaires-là. C'est-à-dire que une sorte de nébuleuse. Voilà le mot. C'est comme une sorte de nébuleuse. Parce que c'est des choses qui apparaissent, c'est-à-dire ces frais-là apparaissent dans les communications en interne. Les délégués régionaux, avec les collaborateurs, les proviseurs, tout cela. Un peu comme pour dire, le ministre a demandé d'augmenter 2000 francs frais Covid, 2000 francs frais toilettes. Donc c'est le qui a les ministère circulaires qui demande, qui exige. Et nous, les acteurs de la société civile, nous demandons à ces cadres du ministère, nous voulons la note que le ministre a signée pour demander cela. Les frais Covid et les frais toilettes. Il y a un journal de la place. Qu'est-ce que c'est d'abord les frais de toilette? Je vais vous dire. Vous dites que si un enfant va aux toilettes, il doit payer, ou alors c'est ce que ces frais-là sont collectés pour construire des toilettes? C'est à peu près comme ça que la communauté éducative a compris la question. C'est-à-dire que on a eu comme l'impression que les toilettes dans les lycées devenaient des toilettes payantes. Vous avez fait le secondaire. Je peux présumer que vos toilettes étaient propres. Est-ce qu'il fallait nécessairement que les parents viennent contribuer pour trouver une entreprise spécialisée dans le nettoyage des toilettes pour les rendre propres? Parce que si c'est ce que j'ai dit, si c'est vrai, chez vous, c'est-à-dire qu'on recrute une entreprise pour faire ce travail-là, cela veut dire que même chez vous à la maison, il faut recruter des spécialistes pour rendre vos toilettes propres. Je crois quand même que c'était un abus. Et les mouvements syndicaux et la communauté éducative, précisément les parents, se sont levés pour crier à la sorcellerie. Vous voyez, surtout que l'information a fuité parce que justement, dans les sphères du ministère, il se disait qu'il y avait déjà une entreprise qui devait passer dans les lycées, collecter cet argent. Tous les lycées du Cameroun, je vous en prie. Vous voyez? Les gens n'ont pas retenu la langue, ni leur colère. Parce que on s'indigne déjà suffisamment sur le fait que l'État soit incapable, n'est-ce pas, de collecter les frais exigibles au point de recruter les sociétés de téléphonie mobile ou des particuliers et de prélever d'ajouter à ces frais la somme de 200 francs par élément d'inscription. Ça veut dire quoi? Ici, est-ce que c'est pas dans un souci davantage de traçabilité, parce qu'on s'est rendu compte à un moment que certains chefs d'établissement, ou je sais pas trop, disparaissaient avec des frais exigibles. Est-ce que là, c'était pas juste davantage dans un souci de... Est-ce que c'est un véritable problème? Certains chefs d'établissement, justement, disparaissaient avec ces frais-là, mais une fois qu'ils étaient sortis du maquis, ils étaient promus à des fonctions plus hautes. Je crois que vous avez la raison, vous avez la réponse à ma question. En vérité, voyez ce qui se passe, n'est-ce pas? L'État aurait dû les sanctionner. L'État aurait dû les poser comme, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu qui doit enlever les péchés du monde. C'est-à-dire que, comme vous êtes entré dans le maquis avec les frais exigibles, nous allons vous sanctionner de la manière la plus exemplaire, à l'effet de décourager tous ceux qui, comme vous, ont seulement l'idée qu'ils peuvent partir avec ces frais. Moi, je crois que c'est ce laxisme-là qui a fait que finalement, l'État s'est dit, à ces gens, on ne peut plus faire confiance. Et c'est un aveu d'impuissance. Parce que je me dis que c'est peut-être seulement chez nous qu'on voit ce genre de choses. Où on demande de payer 7500 francs, et quand vous allez dans cette structure pour payer 7500, on vous dit de payer 7700. Mais faites un peu la somme comme ça. Imaginez qu'on a seulement 1 million de Camerounais, 1 million 500 au premier cycle. On calcule au second cycle. J'ai dit 1 million seulement. C'est que ces entreprises perçoivent. Vous voyez, c'est un peu parce que, justement, de plus en plus, on se rend compte que
aux enseignements secondaires, l'argent passe avant la pédagogie. Et chaque année, on invente les rubriques, n'est-ce pas, pour percevoir de l'argent. Et c'est ça qui fâche. Frais Covid, expliquez-nous, c'est quoi les frais Covid? En fait, c'est des histoires qui ont commencé depuis l'année dernière. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que... Il s'agit de quoi? Est-ce que c'est les parents qui cotisent pour les seaux? Je veux comprendre les seaux, les masques ou le savon, je ne sais pas. C'est quoi les frais Covid? L'année dernière, Ouais. on a dit qu'il y avait une montée vertigineuse du virus. La communication du ministère était qu'il n'y a pas les moyens, que l'État est en train de vivre dans une sorte de perfusion financière, des barrières de fonds. Du coup, il fallait que encore les parents puissent prêter main forte à l'État dans le domaine de la lutte contre la Covid-19. On a demandé à chaque parent de payer 2000 francs. On se comprend bien? 2000 francs. Ça veut dire que pour un lycée comme le nôtre, depuis 5000 élèves, ou bien 5500, on a payé 11 millions. Est-ce qu'on se comprend bien? Hein? Mais vous voyez, c'est passé comme ça inaperçu. Jusqu'à ce qu'on se rende compte plus tard qu'il y avait 7 milliards pour gérer le Covid au ministère de l'enseignement secondaire. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et comme ça ne suffit pas, cette année, de manière subtile, on voulait demander 2000 francs encore aux parents. Nous avons crié au scandale. 2000 francs, c'est pour le projet Clean, School Clean? Madame, dans un établissement scolaire, le mot Clean School, oui, n'est-ce pas, est même une tautologie. C'est une tautologie parce que l'activité de propriété est inhérente à l'école. Vous comprenez? Mais parlez-nous de ce projet-là. Il s'agit de quoi aussi? Est-ce que c'est que les parents doivent aussi cotiser de l'argent pour balayer l'école ou qu'est-ce qui... En amont... Est-ce que c'est jumelé? C'est Clean School et informatique et projet informatique ou c'est l'un sans l'autre? Je vais vous dire ce qui se passe. Lorsque la ministre Nalova est nommée à la tête des enseignements secondaires, elle vient avec un concept Clean School. Donc ce n'est pas un concept qui date de l'année dernière. Okay. Et ce qui est contenu dans le concept Clean School, c'est simplement de donner à l'école camerounaise un visage attrayant. Par exemple, les bâtiments doivent être propres, c'est-à-dire on doit renouveler la peinture. On doit aménager l'environnement. On doit voir donc, par exemple, les fleurs, tout ce qui concerne la décoration du paysage. Vous fait comprendre? Le Clean School ne reste pas simplement au niveau de l'expression physique, c'est-à-dire extérieure. Le Clean School coïncide aussi avec la propriété intérieure. Le cas par exemple de la lutte de la répression contre la consommation des stupéfiants. Ça entre tout ça dans le projet Clean School. Parce que l'élève n'est pas que corps, il est aussi esprit. Et dans le domaine de l'esprit, il y a dans le projet Clean School une dimension aussi pédagogique. S'assurer que les connaissances qui sont diffusées tous les jours sont de nature à relever intellectuellement, affectivement et moralement l'enfant. Il s'agit de la propriété intérieure morale de l'enfant. Mais pour tout cela, il y a la contribution de l'État. C'est-à-dire pour sa mise en musique, il y a la contribution de l'État, mais il y a aussi l'appui des parents contenu dans les frais de l'APE. D'où vient-il donc que, pour cette année, on demande de payer 2000? Oui. Voilà ce qui a été la cause de la colère et qui a poussé le ministre, n'est-ce pas, à faire chemin arrière. Puisque les parents se sont sentis étouffés. Ils se sont dit, nous avons perdu notre emploi. Avec les questions de la Covid, il y a eu des licenciements abusifs et pour lesquels les institutions chargées, n'est-ce pas, de se prononcer ces questions non véritables sont restées silencieuses. Nous souffrons au quotidien pour joindre les deux bouts dans les marchés, tout cela. Comment est-ce que l'État ne peut pas nous faciliter la tâche? Par exemple, en supprimant radicalement l'APE ou bien en cherchant les mécanismes
d'accompagnement. Mais au contraire, on se rend plutôt compte que on est en train de multiplier activités payantes sur activités payantes. Et puis, c'est tout ça qui a contribué à rendre délétère l'atmosphère. J'ai une autre question, toujours dans cette affaire d'APE. On entend bien association des parents d'élèves. Parents, je m'arrête à parents. Un parent, plusieurs enfants. Pourquoi multiplier les frais? Est-ce que ça veut dire que c'est l'association des élèves finalement ou des parents? Parce que si l'APE, si moi j'ai 2 enfants dans un établissement, qu'est-ce qui explique que je sois obligé de payer l'APE multiplié par 2? Je crois que dans un bon nombre de récriminations formulées, n'est-ce pas, par les acteurs de la société civile, il y a une ONG, Human Rights. Il y a 2 ONG qui... Il y a Human Rights et Freedom Movement. Voilà, Human Rights et Freedom Movement, n'est-ce pas, Oui. de M. Gabriel Ndedi, que je salue au passage, qui a fait une sortie dans ce sens pour questionner la nature du membre de l'APEE. Est-ce que l'APEE, c'est l'association des parents d'élèves ou alors l'association des élèves qui ont leurs parents? Voyez un peu? Parce que justement, cette ONG a estimé que si c'est le parent qui est membre, c'est le parent qui paye pour lui en tant que membre. Du coup, si le parent a 5 enfants, ces 5 enfants n'ont rien à voir dans le cadre de l'association. Le parent paye pour lui seul, c'est-à-dire le parent X. Ça veut dire le montant qu'il va payer, s'il a payé c'est 33 500, il a 5 enfants, il peut payer c'est 33 500 et basta. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a même au principe des questions de fond qu'il faut poser. Et ces questions de fond qui doivent normalement être posées ne trouvent pas des oreilles attentives même pour les écouter et des bouches prêtes pour les discuter. Mais est-ce que dans le texte c'est bien stipulé? Peut-être que ça arrive aussi parce qu'il y a un vide à ce niveau-là. Est-ce que c'est bien stipulé que c'est l'association des parents, c'est-à-dire si un parent, peu importe le nombre d'enfants qu'il a dans cet établissement-là, voilà le montant exigé? S'il y a un vide, c'est à l'Assemblée générale de trancher. Moi je crois que c'est comme ça que ça se passe dans les associations. C'est-à-dire que si on ne s'accorde pas sur la qualité de membre, c'est à l'association des parents de trancher. Le truc c'est que la circulaire du ministre Bapé 2008 a tranché avant les AG. Vous voyez? Parce que la circulaire dit qu'une fois que tu as inscrit un enfant, tu es parent. Et comme tu es parent, les taux qu'on fixe à l'AG, tu es obligé de les payer. Tu payes pour tous les enfants. Vous voyez? Donc, je suis d'accord avec vous que si on considère la loi de 90, le décret présidentiel de 2001, il y a vraiment un vide juridique. Et justement, l'existence de ce vide devrait être plutôt le prétexte pour convoquer une assemblée générale ou bien solliciter l'arbitrage du président de la République. Parce qu'il faut bien comprendre, quand les choses arrivent jusqu'à ce niveau, je ne doute pas que, sûrement, l'État est en train de réfléchir à ces questions en offre. Mais je me dis quand même que l'allure que les choses ont eu à prendre cette année devrait interpeller l'arbitrage du président de la République. Il devait, au moins par la voix du serviteur en matière de l'éducation, c'est-à-dire le ministre, donner la position claire. Et dans la circulaire que madame le ministre a publiée qui définit, n'est-ce pas, le mécanisme d'organisation de l'enseignement de la rentrée scolaire, la gestion, n'est-ce pas, des frais exigibles et des frais d'APE. Elle-même, elle dit dans cette circulaire que les contributions sont volontaires. Je me suis même demandé si les parents ne lisent pas. Vous êtes parent, monsieur Lemopi? Je suis parent. Vous avez payé l'APE? Nécessairement, puisque je ne trahis pas un secret. Ma première fille a fait mon lycée. Cela fait 2 ans qu'elle est partie de mon lycée. Elle va en 2e année en sociologie à l'université de Douala. Et j'en ai encore. Ma 3e fille vient d'être reçue au concours d'entrée en 6e. Donc, j'ai un enfant
au lycée Bilal de Nilon-Brazzaville. Et ma fille, ma deuxième fille, fait le lycée technique de Nilon-Dorpassi. Elle fait GT, géomètre topographe. Donc, vous avez payé les frais d'APE, c'est cette partie-là qui surtout. Vous avez payé les frais d'APE? Non, je considère d'abord ce que j'ai déjà payé. Dans ce lycée-là, oui. Je considère ce que j'ai déjà payé. Non. Parce qu'actuellement, oui. Actuellement, je ne me suis pas encore acquitté de leurs frais exigibles. On se fait comprendre. Oui. Nous ne sommes qu'à la première semaine de la rentrée scolaire. Mais il faut je ne me payer suis pas avant. encore. Non, c'est maintenant qu'on paye. Ah, d'accord. Parce que la procédure de paiement est claire. Vous allez à l'établissement, on prélève, on vous délivre, n'est-ce pas, la fiche de l'enfant. Vous allez à la banque, payer d'abord les frais d'APE et puis payer maintenant les frais exigés, vous revenez à l'établissement. La procédure est connue. On paye les frais d'APE avant les frais exigés. Mais je vous ai dit ça à l'entame de cette émission, je ne suis pas en train de blaguer. Ce que je vous ai dit est vrai. Et là, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, notre sensibilisation vise donc à créer d'abord, à constituer d'abord une masse critique suffisante. Je vais bien comprendre. Donc, désormais, les frais exigibles sont fonction du paiement de l'APE. Je l'ai dit dès l'entame de cette émission, et c'est vrai pour tous les lycées. Je veux bien repréciser pour qu'on se comprenne. Oui. Donc, vous ne pouvez pas verser les frais exigibles si vous n'avez pas le reçu de paiement de l'APE. On peut dire ça de deux manières. Vous ne pouvez pas le faire. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Si vous allez d'abord payer les frais exigibles, vous serez obligé de payer les frais d'APE parce que dans tous les cas, il vous faut revenir au lycée avec les deux reçus pour que l'inscription de l'enfant soit validée. Auquel cas l'enfant n'est pas reçu. Auquel cas l'enfant n'est pas encore inscrit. Mais on le laisse quand même entrer en classe. Mais pourquoi pas? On n'a pas encore commencé à mettre les enfants dehors pour les défauts de paiement. D'accord. Alors, il y a deux ONG qui menacent de traîner en justice les chefs d'établissement qui exigeraient ces frais-là. Selon vous, est-ce qu'elles peuvent gagner ce combat-là? Est-ce que cette voie-là peut porter? Est-ce qu'elles peuvent... est-ce que cette menace peut avoir des réponses? Pour moi, je ne vois pas de problème de cette manière. Moi, je tire d'abord un grand coup de chapeau à ces ONG parce qu'elles ont eu le courage de poser le problème et de montrer la voie. Je crois que c'est déjà un exploit. Quitte à ce que cette procédure n'aboutisse à rien, ils auront au moins essayé là où l'État lui-même a prévu des personnes pour faire ce travail-là. N'est-ce pas? Quand nous lisons par exemple le nouveau code de procédure pénale, c'est clairement établi qu'à la suite d'une simple dénonciation, le procureur de la République peut se saisir de l'affaire, ouvrir une enquête. N'est-ce pas? Ça fait plus de 2 mois, rien que pour ces vacances-ci, que nous équipons les plateaux de télévision, de radio, pour expliquer cela, que les parents se plaignent dans les émissions interactives. Est-ce que vous avez vu quelqu'un se bouger? Donc les parents sont complices selon vous? Les parents ne sont pas complices. Ah, les parents sont dépassés par les événements. Et les parents attendent l'arbitrage du président de la République. Mais dites-nous, est-ce que ces ONG peuvent, j'ai pas envie de dire gagner le combat, mais est-ce qu'elles peuvent apporter quelque chose dans cette lutte? Ces ONG, n'est-ce pas, je ne suis pas un prophète, encore moins un prophète de malheur. J'aime voir les choses positivement. Ces ONG peuvent gagner cette lutte que nous-mêmes nous menons depuis beaucoup de temps si elles sont portées à la base par les parents qui sont majoritairement les premiers concernés par la question. Voilà la vérité. Vous pensez que si les parents aujourd'hui se lèvent là, je ne fais pas dans une sorte d'apologie à l'insurrection, hein, mais si les parents se lèvent aujourd'hui et disent qu'on ne paye plus rien, pourquoi on va aller les taper à la maison pour qu'ils viennent payer ça? On va mettre leurs enfants dehors. Mais c'est qu'on va mettre tous les enfants du lycée, on ferme le lycée, nous on nous recycle, on nous reverse dans l'armée. Pourquoi l'armée? Mais parce qu'on aura plus besoin de nous là-bas, non? On peut au combat, non? Vous croyez qu'on va faire comment? Bon, finalement, vous faites l'apologie de... Non, mais c'est vrai. Vous aimez la violence, apparemment. Non, c'est pour dire simplement que si les parents disent qu'ils ne payent pas, les intimidations vont commencer, n'est-ce pas? On va mettre les enfants dehors. On va mettre combien d'enfants dehors? 5 000 parents ne payent pas, on met les 5 000 enfants dehors. Bon, on ferme dans le lycée. Bon, les enseignants, on les envoie où? Ou bien ils vont continuer à percevoir les salaires alors qu'ils ne travaillent pas. C'est pour ça que j'ai dit,
Bon, c'était de manière aussi prosaïque. J'ai dit, on nous réveille dans la main, on parle avant de se débrouiller. Simplement. Monsieur Lemopi, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire, malgré tous ces griefs-là, un bilan quand même de l'APE et de l'APEE? Parce que je sépare les deux parce que vous avez bien mentionné, on a mis les enseignants dans cette association pour un but. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible, malgré ces nombreux griefs, de faire un bilan de l'APE et plus loin de l'APE? Le bilan est négatif, non? Ah, si je vous pose la question. Pour moi, le bilan est négatif. Oui. Le bilan est négatif, c'est-à-dire que si on considère l'esprit de la lettre et la manière dont l'appui des parents s'est déroulé dès le commencement, je vais vous dire, quand moi je faisais le lycée scientifique de Bertois, nous avons eu un problème avec l'enseignant d'espagnol. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'enseignant pour aller vite. Ce sont nos parents qui se sont regroupés et se sont dit, il faudrait qu'on essaie de voir comment ces enfants peuvent avoir un enseignant. Du coup, ils ont trouvé un diplômé du supérieur qui nous a accompagnés à la fin d'année. Et ce sont eux, les parents, qui prenaient ces diplômés en charge financièrement. Nous avons eu, presque tous, notre examen, n'est-ce pas? Il y a des cas comme ça similaires, des cas semblables, qui montraient, qui rappellent, n'est-ce pas, le rôle pertinent que les parents ont historiquement joué dans la formation de leurs enfants, d'abord à la maison, ensuite entre l'école et la maison et après à l'école. Cette mission-là, aujourd'hui, est en train d'être dévoyée. Et l'APE, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est condamnée à l'errance vagabonde. Parce que justement, en lieu et place des véritables pédagogues qui font dans le sacerdoce, qu'on a dans les établissements d'enseignement public, on a des affairistes. Et vous savez que, avec les conditions de vie précaires dans lesquelles nombre de Camerounais se trouvent, ce sont, dans l'immense majorité des cas, parmi les parents qu'on sélectionne ceux qui vont entrer dans la mafia à partir de laquelle on va spolier les autres parents. Puisque le président de l'APE est tiré parmi les parents. Il devrait donc travailler à préserver les intérêts des parents et des enfants. Mais lui-même, il est un chômeur. Ça doit se faire comprendre. Il est un chômeur qui a raté son corps à corps avec la vie et qui trouve donc dans l'APE une sorte d'exutoire. Pensez-vous qu'il va lésigner devant les millions alors qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, une institution chargée de contrôler et de réprimer ces choses-là? Moi, je crois que c'est de cette manière qu'il faut comprendre le problème. Et c'est dire que la situation est suffisamment grave. L'APEE, telle qu'elle se déploie aujourd'hui, a perdu, n'est-ce pas, de sa verve d'antan, a perdu de la fonction cruciale qu'elle jouait modestement auprès de l'école institutionnelle pour devenir un refuge des malfrats. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce problème. Et si la justice ne se saisit pas de ces affaires-là, je peux vous assurer que du jour au lendemain, on va inventer les nouveaux besoins pour gonfler les taux d'APE. Et ce sera toujours le parent qui en pâtira. Donc la solution, c'est un organe régulateur pour vraiment suivre la traçabilité, la gestion. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que peut-être les taux qui sont fixés par l'association, est-ce que ceci n'attire pas aussi la curiosité ou alors les malversations? Je prends un exemple, un établissement qui a 5000 élèves, l'APE c'est 30 000, prenons cet exemple-là. Ça fait 150 millions. Ça fait 150 millions. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui pousse même celui qui n'a pas de mauvaises idées à finalement lorgner cette caisse-là et surtout cette gestion-là? Justement, la question que vous posez... Peut-être que c'est à l'association de... Puisque les contributions sont fixées en fonction des besoins de l'établissement. Et si l'association vient en appui, ça veut dire que
c'est l'appui. C'est pas, elle ne vient pas prendre tout en charge. Elle vient appuyer. Est-ce que l'association des parents d'élèves et des enseignants, je vous interpelle encore parce que vous êtes là-dedans, est-ce que ces montants qui sont fixés là ne sont pas aussi, ne contribuent pas à multiplier ces malversations-là? Madame, vous pensez que les dénonciations que nous faisons, vous voyez, moi je suis enseignant, je suis fonctionnaire. Les dénonciations que nous faisons dans les radios et les télévisions à visage découvert, n'est-ce pas, sont aussi fortes de conséquences, non? Hein? Ça veut dire que nous prenons d'ailleurs suffisamment de risques à faire ce que nous faisons. D'accord? Conséquence, si nous étions véritablement des complices de ces affaires-là, on devait seulement se frotter les mains sur le pactole et se dire, enfin, pour nous arriver. Non, je ne dis pas que vous êtes complice, mais je dis dans... Non, pour moi. Pour fixer la contribution. Parce que moi, je prends l'association en tant qu'appui. Oui. Elle ne vient pas porter toute la charge. Mais dans la elle réalité, vient en appui. Oui. En appui, ça veut dire que le montant qui est fixé ne doit pas être 5 fois plus que les frais exigibles. Nous avons déjà parlé de ça. Oui. Est-ce que c'est en fixant ces taux? Je vous interpelle parce que je dis l'enseignant est dans cette association et il joue un rôle de pédagogue. Est-ce que ces montants-là ne sont pas aussi faits pour attirer les malversations? L'enseignant est dans cette association. Il joue un rôle, n'est-ce pas, de conseiller pédagogique, si on peut le dire ainsi. Mais à l'intérieur de l'association, il y a le sous-préfet. N'est-ce pas? L'enseignant a peur de s'exprimer. Non, comprenons, vous allez comprendre où je vais en venir. Il y a le sous-préfet qui est à peu près comme les yeux et les oreilles de l'administration. Oui. Il y a le commandant de brigade, ou le commissaire, n'est-ce pas, du 8e, c'est pour le cas de mon lycée. Vous êtes menacé, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous allez comprendre là où je vais en venir. Bon. Pensez-vous que entre l'enseignant comme moi qui passe le temps à dénoncer, à faire des propositions sur certains écarts ou certains dysfonctionnements, et le sous-préfet qui a le BIC et l'appui de la force publique, l'appui de la justice, celui-là reste silencieux. Vous allez continuer à poser la question à l'enseignant. Commencez par demander au sous-préfet, monsieur le sous-préfet, est-ce que vous êtes informé, par exemple, que dans tel lycée, il n'y a pas eu assemblée générale et que de manière solitaire, les frais d'APE ont été relevés? Il faut poser la question aux délégués départementaux ou aux délégués régionaux qui ont leurs représentants lors de la tenue de l'AG et même lors de la non-tenue de l'AG. Les rapports là viennent. Ils savent par exemple que dans tel lycée, il n'y a pas eu AG, mais que les frais d'APE ont été relevés. N'est-ce pas? Mais ils sont les yeux et les oreilles du ministre Nalova. Donc ils sont complices. Mais ils sont complices, vous voulez qu'on dise quoi? Ou bien alors on dit que la ministre qui est informée de la situation laisse faire. Vous voyez? Donc moi je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre le problème. Et c'est dit, dans ce cas de figure, si le ministre, pardon, si le délégué départemental, le délégué régional, madame la ministre, se sentent incapables pour résoudre le problème, qu'il pose le problème au Premier ministre et que le Premier ministre relaie l'information au niveau du président de la République. Et le président de la République est le citoyen le plus informé au Cameroun. Il a tous les services de renseignement à portée de main. Mais qui convoque ces gens-là, il leur demande, bon, par rapport à la situation aussi sur le terrain, vous voyez qu'on peut faire comment? Parce que les gens se plaignent tellement, ce qui est relayé, c'est correct. Voilà ce que la Chambre des comptes nous dit par rapport à la gestion, n'est-ce pas, de l'APE de tel ou tel. Voilà ce que le tribunal criminel spécial nous dit par rapport à l'audition de tel proviseur, tel proviseur. Est-ce que ce proviseur n'a pas plongé la main parce qu'il n'avait pas le mécanisme, n'est-ce pas, sérieux de gestion, bien de contrôle de cet argent? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a la connivence entre le président de l'APE et lui? Et là maintenant, quel type de pression il faut faire sur le président de l'APE à le faire, n'est-ce pas, de le contraindre à protéger les intérêts des parents? Peut-être qu'il commence par être comptable de ces dysfonctionnements et de ces manquements. Parce qu'il y a aussi une mode dans ces affaires-là. Quand vous interpellez le président de l'APE, il va dire que non, c'est le professeur qui gère tout. Vous voyez? Or, il est comptable et responsable devant les parents. Parce que si les élections sont déroulées normalement, il est le mandataire de la volonté des parents auprès de l'administration du lycée. Effectivement.
On ne peut donc pas, à son insu, ou bien contre sa volonté, qui est ici la somme des volontés des délégués des parents, fixer des prix qui vont contre les intérêts des parents. Cela veut dire que les parents auraient choisi, n'est-ce pas, de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Non, les parents ne peuvent donc pas, et c'est ça le vrai problème. Les parents ne peuvent pas, dans la réalité, s'accorder sur un prix, sur des frais de l'APE à payer, et puis à l'arrivée, disent qu'ils ne payent pas. S'ils disent qu'ils ne payent pas, c'est que justement, ils ne reconnaissent pas dans ces frais. Ces frais-là, d'accord. On va parler d'autres choses. À présent, on vous a vu très remonter lors de l'examen de l'année dernière. Vous avez carrément parlé de génocide intellectuel. Oui. Est-ce que c'est pas... Quand on voit le mot génocide, c'est un mot très fort. Est-ce que la situation était aussi critique que ça? La situation était critique. Pourquoi? Et très critique même. Il faut qu'on dise à vos millions de téléspectateurs que la première promotion de l'APC, approche par les compétences, présentait le baccalauréat en 2021. Vous comprenez? Il s'agit donc d'un groupe d'enfants qui, depuis la classe de 6e, a été nourri à un ensemble de dispositions techniques. Une fois parvenu en terminale, on leur propose des épreuves dont la forme ne coïncide pas avec l'APC. 2, on leur propose des épreuves dont le contenu ne coïncide pas avec les enseignements donnés, dispensés au cours de l'année. Et lorsque les gardiens de l'école propre, c'est-à-dire nous nous sommes levés pour attirer l'attention de Madame la ministre, elle avait fait comprendre une sortie dans Cameroun Tribune qu'une approche est une approche. C'est ça, n'est-ce pas? Un peu comme on peut dire que la nourriture, c'est la nourriture. C'est pour ces raisons que dans une chaîne proche à la vôtre, j'avais pris une image simple. J'ai dit, si tout au long de l'année scolaire, on a enseigné un enfant comment on prépare du riz sauté, et à l'arrivée, on lui demande de préparer le ekwang. Le ekwang, n'est-ce pas? C'est une nourriture très prisée dans le sud-ouest du Cameroun. Quelle perception on a de l'enseignement qu'on a dispensé à cet enfant durant toute l'année scolaire? Comment va-t-on l'évaluer, sachant pertinemment qu'il n'a pas été interrogé sur ce qu'il a vu? Doit-on simplement considérer la nourriture qu'il produit ou alors celle qu'il était supposé produire? Je me suis donc questionné, qu'est-ce qu'on a véritablement noté? Pour me rendre compte que la publication des taux des chiffres, la publication des résultats et l'explosion du taux de réussite a simplement rendu compte de la quantité de personnes admises mais non de la qualité. Parce qu'il fallait s'interroger sur les mécanismes de notation, la docimologie, la science de notes. Comment a-t-on noté ces gens au point d'arriver à ces choses? Surtout que on a eu comme l'impression, pour reprendre le professeur Jacques Evouna, que c'est lorsqu'il y a un ensemble criard de dysfonctionnement que le taux de réussite est élevé. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, c'est quand on interroge les enfants, ceux qui n'ont pas vu, qui sont forts. Mais est-ce qu'ici on ne peut pas aussi mettre en avant, je veux dire, cette année, les enfants qui étaient en terminale ont commencé par les APC en 6e. Oui. Ils ont rencontré des redoublants. Oui. Qui certainement se sont retrouvés dans ces épreuves-là. Est-ce qu'ici on ne peut pas comprendre que celui qui a fait le choix des épreuves, je ne veux pas tirer soit sur l'OBC ou sur le MINESEC, c'est vous qui savez qui fait le choix de ces épreuves-là? Nous on ne connaît même plus. Bon, vous êtes enseignant. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre ici que celui qui a fait le choix des épreuves a fait comme une espèce d'arbitrage entre les anciens, les nouveaux et peut-être les APC ne sont pas arrivés dans tous les coins du Cameroun. Peut-être qu'il a voulu faire cet arbitrage-là. Je suis dans les supputations. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre cela comme ça?
Moi, je crois que s'il faut considérer les redoublants, c'est une proportion marginale hein, des effectifs dans les salles de classe. C'est une proportion vraiment marginale. Et on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve, n'est-ce pas, de ce que dans les zones reculées, que les inspecteurs régionaux de pédagogie n'aient pas eu à faire leur travail. On se dit quand même que si on s'en tient à ce qu'a dit Madame le ministre, et ce que moi j'ai vu dans la ville de Douala et dans certaines grandes villes du Cameroun, Bafoussam, Yaoundé, les cours numérisés, à ma manière de penser, auraient corrigé ce genre de dysfonctionnement. C'est-à-dire que même les établissements scolaires, les citoyens, qu'on peut dire de seconde zone, nous les appelons en termes techniques les zones d'éducation prioritaire. Alors, même les élèves se retrouvant dans ces zones-là, je peux quand même croire qu'ils aient eu entre les mains une typologie de preuves qui ressemblait à peu près à ce qu'ils ont eu à apprendre depuis la classe de 6e, lorsqu'on a déclenché avec les cours, n'est-ce pas, par les voies numériques. Donc, cet argument-là, à mes yeux, ne peut pas nous permettre de comprendre véritablement le problème. Ce sont simplement des formes de raccourcis théoriques que moi-même j'ai suivi dans une chaîne proche à la vôtre, dans laquelle un inspecteur, n'est-ce pas, de pédagogie, un inspecteur national, essayait de justifier l'injustifiable. Ramenons cela un peu à un match de football. C'est un peu comme si l'inspecteur là disait que dans un match de football, n'est-ce pas, on a laissé au stade pour livrer le même match le joueur titulaire et le remplaçant. Puisque si on prend l'APC, pendant les séminaires, on nous a dit l'APC est la forme dépassée de l'APO, l'approche par les objectifs. C'est-à-dire qu'on est en train de quitter l'approche par les objectifs pour migrer vers l'APC. Oui. Mais maintenant, au stade, on a vu qu'il y a le titulaire, c'est-à-dire l'APC et son remplaçant, l'APO. Alors, pour sortir rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus demain un autre génocide intellectuel? Moi, je crois qu'il faut un Conseil national de l'éducation, que ce Conseil se tienne. Qu'il faut, n'est-ce pas, véritablement penser à, nous appelons cela chez nous, une vraie messe de l'école, au cours de laquelle on va convier les spécialistes à des discussions sérieuses, poser des problèmes concrets sur la table et trouver des solutions rationnelles tout en veillant à leur mise en application. Raoul Lemopitsa, merci. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Oriane, merci aux promoteurs de cette chaîne. Je vais vous dire, je le reprends, c'est la première fois que j'arrive ici. Je suis ravi, n'est-ce pas, par l'accueil et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à très bientôt.